La science joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement de l'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. Lorsqu'on n'est pas scientifique, la vérité, on s'en fout. La science, c'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs. C'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur LYFM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être fidèles au rendez-vous de Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland et Alexandra D'Imperio. Bonjour Alexandra. Bonjour Jean-Marc. Alors aujourd'hui, émission exclusivement consacrée au mouvement rationaliste, à son histoire, aux valeurs qui l'animent, mais aussi à ses liens avec différents acteurs sociaux, avec le monde de l'industrie, avec l'écosystème de la vulgarisation aussi. Et pour nous en parler, on a le plaisir de recevoir Sylvain Laurent. Bonjour Sylvain Laurent. Bonjour tous les deux, merci pour l'invitation. Alors Sylvain Laurent, vous êtes maître de conférences en sociologie à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous travaillez sur les rapports entre le lobbying et l'expertise savante, et notamment sur l'utilisation de l'autorité scientifique par les groupes d'intérêt économique. Vous êtes l'auteur de Militer pour la science, les mouvements rationalistes en France 1930-2005, publié cette année aux éditions de l'EHESS, et votre ouvrage précédent s'intitulait Les courtiers du capitalisme, milieu d'affaires et bureaucrates à Bruxelles. Alors quel est le rapport entre les courtiers du capitalisme et les mouvements rationalistes? Alors le lien, il n'est pas, on va dire, il n'est pas direct, c'est-à-dire je ne dis pas que tous les groupes que je traite dans le livre sur les mouvements rationalistes sont des lobbies, ça c'est le premier point. Le lien, il s'est fait par l'enquête, par le terrain, c'est-à-dire qu'en fait, à Bruxelles, il y a pas mal d'organisations aujourd'hui qui sont des ONG sur le papier, en fait, des charities pour le statut anglais ou des associations sans but lucratif, et qui en fait sont financées par l'industrie et prétendent défendre la science et porter auprès des décideurs un discours de défense de la science. Mais c'est des associations essentiellement anglaises, européennes, qui m'ont éveillé ma curiosité, et notamment une qui s'appelle Sense About Science, qu'on pourrait traduire par du sens à propos sur la science ou à propos de la science, et qui a organisé en 2017, en juin 2017, au Parlement européen, une rencontre entre des députés européens et des citoyens dits ordinaires, avec tous les guillemets que ça comporte, donc une mère hongroise, un chasseur finlandais, et puis petit à petit en creusant, en fait, j'en ai compte notamment qu'un des étudiants en mécanique qui était venu spontanément dire aux décideurs européens qu'il fallait prendre leurs décisions sur la base de la science, en fait, travaillait pour le bureau de lobbying de Toyota à Bruxelles, et c'était mentionné nulle part, il y avait un conflit d'intérêts qui était évident, et voilà. Et donc là, j'ai commencé à comprendre que aujourd'hui, pour les groupes d'intérêt économiques, et notamment pour certaines firmes dans le secteur biotechnologie, c'est important d'avoir un pied dans les milieux de la médiation scientifique ou de la vulgarisation. Pourquoi ? Parce que ce sont des formes de lobbying on est beaucoup moins frontal que quand on apporte sa position directement à un décideur, etc. Par contre, l'idée aujourd'hui, c'est de travailler l'environnement de la décision, et notamment sur des questions comme le glyphosate ou d'autres dossiers, d'arriver à avoir une forme de lobbying multiniveau alors, on va avoir la boîte de conseil classique, on va avoir son lobbyiste qui va amener sa position, un pied dans la fédération patronale du secteur, mais aussi on essaie d'avoir la casquette citoyenne, entre guillemets, et alors idéalement citoyen qui défend la science. Alors, on va justement parler de ces personnes qui défendent la science et de votre ouvrage Militer pour la science, les mouvements rationalistes en France. Donc déjà, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que c'est que le mouvement rationaliste? De quoi on parle? Alors là, on est du coup peut-être parti sur un peu autre chose. C'est-à-dire, en fait, je me suis rendu compte que dans ces associations-là, en fait, quand elles sont invitées en France, ces associations de défense de la science financées par l'industrie, elles vont avoir à discuter ou à composer avec des associations qui défendent la science, mais qui ont une autre histoire, en fait, qui n'ont pas été créées dans les années 2000, mais qui ont une histoire beaucoup plus longue, qui se réclament d'un courant de pensée qui est beaucoup plus ancien, et notamment des organisations qui se réclament du rationalisme. Donc, en fait, ce que je me suis dit au départ, je vais me dire, mais comment ça se fait finalement que ces associations qui ont une ancienneté, une inscription dans le mouvement social, dans les courants de pensée bien plus anciennes, finissent par avoir des positions similaires à ces espèces d'ONG, des faux-nés de l'industrie. Comment ça se fait que qu'il y a un alignement des astres comme ça entre d'un côté les mouvements industriels et puis ces organisations qui ont une histoire. Et donc je suis commencé à me pencher sur l'histoire de ces organisations rationalistes, et notamment parmi celles-ci
Une qui est vraiment importante, qui s'appelle l'Union rationaliste, qui est une structure qui a été créée en 1930 et qui marque une forme de rupture par rapport au courant de la libre pensée ou de défense de l'anticléricalisme qui marchait jusqu'alors. Et c'est vraiment un contexte sur lequel on peut peut-être pouvoir revenir, mais qui est un contexte très particulier, qui est de dire qu'il ne suffit pas d'être contre la religion, mais pour la science. Et parce que c'est à travers la science et l'extension de son périmètre que finalement les religions vont reculer d'elles-mêmes. Et ça sert à rien d'heurter les croyances privées des gens, leur dire ne croyez plus à telle ou telle chose, ou s'attaquer à l'Église. Il vaut mieux faire progresser le périmètre administratif sur lequel est basée la science, garantir des statuts aux chercheurs, etc. Et c'est en structurant la science que finalement l'obscurantisme reculera. Et ça, c'est une rupture assez forte qui va marquer le mouvement des courants de pensée autour des années 30. Donc, qui prend l'initiative de créer cette union rationaliste ? Qui sont les gens derrière ? Là aussi, c'est assez intéressant. Dans mon livre, j'ai retrouvé l'appel initial. Donc, il y a vraiment la liste de tous les noms. Et on constate que donc, on va retrouver des gens qui sont issus du groupe du noyau autour de Curie. Donc, on va trouver Paul Langevin, par exemple, en physique. On va retrouver Louis Lapicque, qui lui aussi est dans le groupe de l'Arc-Ouest, comme on dit. Vous savez, cet endroit, Sorbonne-Plage, comme on l'appelait à l'époque, où toute une partie des franges intellectuelles un peu progressistes françaises se retrouvaient, y compris en vacances. Et puis on va retrouver aussi des gens qui sont plutôt des continuateurs d'un combat autour de l'affaire Dreyfus, notamment un combat pour la vérité dans l'espace public. On peut peut-être rappeler ce qu'est l'affaire Dreyfus, rapidement ? Alors l'affaire Dreyfus, c'est une affaire qui a structuré, si on lit Noiriel ou d'autres chercheurs qui ont travaillé sur cette époque-là, qui a structuré l'espace public. C'était un capitaine qui a été injustement attaqué et dégradé, et qui est un capitaine qui était juif, et c'est utile de le préciser parce que bien sûr c'est une campagne antisémite qui l'a frappé, et qu'on avait soupçonné de vendre des secrets militaires à des pays étrangers, notamment à l'Allemagne. Or, c'était complètement faux, et donc c'est le J'accuse de Zola, toute cette affaire-là qui était derrière, et donc ça a entraîné une grande mobilisation dans l'espace public au nom de la vérité. C'était l'idée de dire, est-ce que l'espace politique doit reposer sur l'idée de vérité ou non ? Parce que finalement, dans le camp antisémite, il y avait des gens qui considéraient que finalement la vérité était secondaire. Ça aurait pu être un autre, c'était pas celui-là, mais bon, de toute façon, il y a un problème avec une cinquième colonne, etc. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un basculement au moment de l'enracinement de la Troisième République sur la vérité doit être un socle pour le combat politique. Et donc, il en reste encore quelque chose dans les années 30, et les héritiers de ces familles, de ce noyau-là, sont aussi dans l'idée qu'il y a une espèce de regain de nationalisme, d'antisémitisme, et qu'il faut prendre ça au sérieux, et donc il faut construire une forme d'alliance au nom de la vérité, et donc il y a toute une mobilisation de gens qui sont déjà mobilisés précédemment pour Dreyfus, qu'on va retrouver plusieurs années plus tard autour de ce noyau-là. Donc on pourrait dire qu'il y a le noyau Curie. Je me permets juste de rappeler que l'affaire Dreyfus, c'était à la toute fin du 19e siècle. Oui, voilà, c'est pas... Pardon, excusez-moi, oui, c'est 1894, non, c'est vraiment au tout début, c'est déjà plutôt la fin, comme vous dites, du 19e. Donc là, il y a vraiment une forme de noyau qui reste là, il y a une espèce de revival dans les années 30 de cette idée qu'il faut remettre en avant les idées de vérité. Alors c'est aussi un contexte où la science a été en partie critiquée après la Première Guerre mondiale parce qu'elle a beaucoup été utilisée pour faire des armes chimiques, etc. Donc il y a cette idée aussi de renouer avec un discours qui soit un discours de défense de la science, mais en montrant que la science peut être aussi du progrès, et ce n'est pas que fabriquer des armes, etc. Donc cette conjoncture-là est très importante. Et aussi un truc qui est très marquant, c'est que et ça, c'est un truc qui peut fissurer justement ce noyau issu de l'affaire Dreyfus potentiellement ou le groupe Curie, c'est que on est aussi après le congrès de Tours. C'est-à-dire en fait, on a une mouvance, le mouvement socialiste est en train de se fragmenter. Donc il y a d'un côté ceux qui, comme disait Léon Blum, ont gardé la vieille maison et donc sont restés à la SFIO, et puis il y a le PCF. Alors le PCF des années 30, c'est pas encore celui des années 50. Le Parti communiste français. Voilà, désolé, je fais un peu vite, mais c'est pas le Parti communiste d'après la Seconde Guerre mondiale, mais il y a quand même déjà une forme de montée de ce que Isabelle Guarnet ou d'autres chercheurs ont appelé le philo-soviétisme, c'est-à-dire un point de vue très positif par rapport à ce qui se passe du point de vue de l'URSS. Et donc là aussi, on a une division qui monte au sein du camp progressiste dans les milieux savants français, entre ceux qui considèrent qu'il y a des atteintes aux droits de l'homme déjà, et on a le voyage de Louis Lapicque, par exemple, qui est publié dans les cahiers rationalistes, le montre bien, qui dit oui, il y a un progrès scientifique en URSS, mais c'est une dictature comme Mussolini, et puis ceux qui considèrent qu'au contraire, le marxisme est la continuation de la philosophie classique, après Descartes vient Marx, et que donc la rationalité, aujourd'hui, dans les années 30, ce serait être marxisant, et donc pro-URSS. Donc là,
c'est une conjoncture où d'un seul coup, le terme de rationalité va servir de liant et de ciment pour garder au-dessus des clivages politiques préserver une forme d'alliance dans le camp de la science entre des figures de scientifiques plutôt progressistes. C'est-à-dire quand on regarde les noms de gens qui ont signé l'appel, on va trouver quasiment personne du côté des facultés de droit et du côté du camp très nationaliste. Et en fait, on a une forme d'alliance comme ça, des franges plutôt progressistes dans chacune des disciplines, qui met en avant l'idée de rationalité et de science pour être au-dessus des divisions politiques. Il y a notamment cette idée que finalement, les divisions prennent sur la question sociale, ça c'est une intervention de Perrin qui dit finalement que je sois socialiste ou communiste, peu importe, puisque la science résoudra la question sociale. Grâce à la science, on va par exemple résoudre les famines. Donc comme il n'y aura plus de famine grâce à la science, finalement la question de savoir si on est pour l'appropriation des moyens de production par le prolétariat ou dans une position réformiste n'a pas d'intérêt puisqu'on est au-dessus de ça. Nous on est ceux qui vont justement résoudre ces problèmes-là. Donc il y a cette idée que la science est au-dessus du politique et qu'il faut structurer et consolider la fonction de chercheur et donc avoir des statuts pour la recherche. Donc c'est aussi ce noyau-là qui est à l'origine après de la création du CNRS en 1939. C'est des gens qui poussent en disant il faut structurer et il faut avoir un espace autonome de la recherche qui ne soit pas en prise avec le militaire. C'est pas à l'armée de nous dire sur quoi chercher, et pas en prise avec l'économique. C'est-à-dire, on peut utiliser les ressources économiques, mais il faut que les questions viennent des chercheurs eux-mêmes. Et donc là, il y a cette espèce de mise en avant de la science comme une profession progressiste et qui suppose un engagement dans l'espace public. Il ne suffit pas d'être dans les laboratoires, il faut aussi dire au grand public pourquoi c'est important de garder un espace scientifique. Et donc, ils font de la vulgarisation, c'est ça ? Alors, ils ont un discours un peu... Ils disent que justement un des problèmes c'est qu'il y a de la mauvaise vulgarisation et que donc c'est aux savants eux-mêmes d'aller de se battre et se coltiner le grand public et donc Paul Langevin va faire des conférences publiques alors même que Paul Langevin est un physicien qui est au comité Solvay, qu'un des rares physiciens français à avoir eu des liens et à avoir conforté la théorie de la relativité, etc. Donc c'est des gens de tout premier plan. C'est comme si voilà des prix Nobel disaient aujourd'hui la vulgarisation ça va pas, il faut qu'on nous-mêmes on descende dans l'arène et qu'on ait un contact direct avec le grand public pour leur expliquer c'est quoi le métier de chercheur, qu'est-ce que c'est et vers quoi ça tend. Et donc il y a des tribunes publiques où ils disent il y a des bons et des mauvais vulgarisateurs, mais grossièrement il faut un lien direct entre les gens qui pratiquent la science, comme une pratique eux-mêmes scientifique et l'espace public. Et cette mauvaise vulgarisation, donc dénoncée par ces acteurs, ressentie par ces acteurs, en tout cas, de quoi s'agit-il ? De quelle vulgarisation on parle ? Qui sont ces mauvais vulgarisateurs ? Alors, les noms, j'aurais du mal à vous les donner, mais disons qu'en gros, le point cible, quand on lit les tribunes qui paraissent dans la presse, c'est cette espèce d'homme de lettres qui circulerait, un homme cultivé. En fait, c'est aussi une rupture avec l'idée il suffirait d'être un homme lettré ou cultivé pour pouvoir transmettre la science. C'est pas suffisamment spécialisé, c'est des gens qui connaissent pas vraiment véritablement l'actualité des recherches. C'est aussi une période où beaucoup de savoirs sont en train de se consolider. Il y a des gros clivages, par exemple, en biologie, entre darwinisme et néo-lamarckien. Et donc, les néo-lamarckiens, les biologistes français, par exemple, sont plutôt néo-lamarckiens à l'époque. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, par exemple, ils considèrent que que la théorie génétique, elle est fausse, en fait. Et que donc, la théorie du milieu le milieu est structurant dans l'évolution des espèces. Et donc là, il y a le travail de Laurent Loison qui a montré ça très finement. C'est-à-dire que la biologie française, pendant très longtemps, est restée favorable à une approche néo-lamarckienne, par matérialisme aussi, c'est-à-dire en gros l'idée de dire le vivant, la vie, c'est une notion un peu spiritualiste, quasi religieuse. Darwin parle de fluide vital, c'est quoi, d'où ça vient ? Et eux, face à ça, ils opposent une idée de très matérialiste de la vision des espèces. Donc les biologistes français, par exemple, vont intervenir dans l'espace public en disant que pour eux, vulgariser, en vérité, c'est défendre leur point de vue dans le champ de la biologie et de tacler dans l'espace politique ceux qui défendraient la théorie génétique. Et donc potentiellement une théorie après des races, etc. Donc là, il y a vraiment une idée que pour ces savants de l'époque, comme ils sont en train de lutter dans leur propre espace disciplinaire contre l'indétermination en physique pour Langevin ou contre le darwinisme pour des gens comme Étienne Rabot, ces gens-là, ils disent il faut qu'on aille nous-mêmes en fait porter notre parole. Alors c'est ça qui est rigolo aussi a posteriori, c'est que ils disent des choses fausses, scientifiquement. C'est-à-dire qu'Étienne Rabot, la première conférence de l'Union rationaliste qui est menée en 1931, c'est une conférence qui est scientifiquement fausse puisque c'est une conférence néo-lamarckienne contre le darwinisme. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant dans le recul historique, c'est qu'il suffit pas de se mobiliser au nom de la science
Il suffit pas d'être un savant, il suffit pas de se mobiliser au nom de la science dans l'espace public pour dire des choses vraies. Et donc ça aussi, le recul historique est intéressant. C'est-à-dire que ces savants-là, ils sont pris dans un espace de compétition, mais quand ils arrivent dans l'espace public, ils utilisent l'autorité de la science, mais il n'y a plus leur père pour les contredire. Il n'y a plus le contrepoint de gens qui disent « Mais non, mais attendez, votre théorie anti-darwiniste est fausse ». Et donc ils sont porteurs de toute l'autorité de la science parce qu'ils apparaissent comme des chercheurs, mais il n'y a plus cet espace de confrontation qui est celui ordinaire de la science, où vous allez dans des revues, critiquer, etc. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que dès le départ, dès les années 30, on voit qu'il y a à la fois des conditions pour que des savants sortent de leur laboratoire et se mettent au premier plan, et en même temps, on voit aussi que dès le départ, l'autorité de la science dans l'espace public, c'est quelque chose qui n'est pas complètement raccord ou un prolongement pur et sans aucun problème de la science. Voilà, c'est pour moi, c'est un des points du livre sur lequel j'insiste, c'est que l'autorité scientifique dans l'espace public, parler au nom de la science et avec le gros marteau de la science en disant vous avez tort, etc., c'est pas le travail scientifique ordinaire. Parce que vous avez cet écart entre la vision publique qui est porté par un seul individu, qui du coup se voit auréolé de toute la dimension scientifique, et puis ce qui est la réalité du travail scientifique, un espace de confrontation. Il y a des zones de consensus, mais il y a aussi des choses qui sont en débat, et là-dessus, il y a toujours des écarts en fait. Et alors, si je comprends bien, cette union rationaliste a aussi vocation à être une sorte de groupe d'intérêt pour défendre les intérêts de la science et s'opposer au fascisme, au nazisme qui émerge à ce moment-là? Alors, c'est très exactement ça. Ils se définiraient eux-mêmes, je pense, comme un groupe de pression. Et je crois même qu'ils emploient cette expression. Mais par contre... Est-ce qu'on pourrait dire du coup que c'est une sorte de lobby? Alors, c'est une forme de lobby citoyen, si vous voulez, parce que pour moi, le terme lobby, il est un peu ambigu aussi. Mais bon, en tout cas, c'est un groupe de pression qui essaie d'influencer les décisions du politique. Et là, par contre, le problème, c'est qu'ils font ça en disant qu'ils font pas de politique. Donc là aussi, c'est une autre spécificité de ces mouvements pro-science. C'est qu'à partir du moment où vous défendez la science, vous dites que vous ne faites pas de politique. Alors même que vous intervenez dans l'espace public. Et donc, très rapidement, cette posture-là, dite apolitique, va se confronter à la montée, comme vous l'avez dit, du nazisme. Or, du coup, dès le départ, le groupe est très positionné pour voir les problèmes que pose le nazisme, parce que, par exemple, un de leurs présidents d'honneur, c'est Einstein. Et donc, tous les savants allemands, par exemple, qui vont devoir s'exiler, une partie d'entre eux, ils ont déjà des liens avec ce noyau-là. Donc, effectivement, l'Union rationaliste est une des premières structures à prendre position contre la montée du nazisme, mais parce qu'ils voient brûler des livres, ils voient des savants devoir s'exiler, ils voient la persécution antisémite dans les universités, et donc, il y a très rapidement un rappel du réel par rapport à cette espèce de proclamation, qui est que ces savants-là, ils vont en vérité rapidement faire de la politique, en vérité. Mais ils vont le faire en disant qu'ils n'en font pas. Ou alors qu'ils le font, mais à un autre niveau. Et donc là, c'est vraiment très intéressant de voir aussi des acteurs qui sont pris par les contraintes de l'histoire, finalement, et qui essaient de porter un idéal scientifique, mais en vérité... Déjà, il faut un front populaire avant la lettre. C'est-à-dire que là, la photo qui est en couverture du livre, c'est une manifestation antifasciste où ils sont sur le toit d'une voiture. Et on voit sur le toit d'une voiture Paul Langevin et Le Point Levé et d'autres chercheurs qui sont membres de l'Union rationaliste. Et on voit très vite que finalement, cette idée de dire qu'on ne fait pas de politique tout en étant dans l'espace public, elle est intenable en fait. Elle va se confronter à des faits historiques qui vont les rattraper. Donc à ce moment-là, l'Union rationaliste, je suppose, adresse des sujets tels que le nazisme, le fascisme, ce genre de choses. Et puis petit à petit, après, comment évolue l'idéologie un peu si on peut dire ça, de l'Union rationaliste? Alors, le souci qui va se passer, donc, déjà, c'est Munich qui va créer visiblement des divisions, les accords de Munich en 1938. Ouais. 1938, le problème qui se pose est que, effectivement, une partie du groupe de l'Union rationaliste considère que les accords de Munich, qui laissent le champ libre à Hitler, en Tchécoslovaquie, etc., posent un problème. Et donc, à partir de là, il y a des tensions très fortes à l'intérieur du groupe. Il y a une année où il y a des démissions de l'administration, etc. Mais aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que très rapidement, là aussi, ces gens vont être rattrapés par l'histoire, dans le sens où une bonne partie de ces militants pour la science vont être traqués, persécutés. Langevin, il a signé à résidence pendant la guerre. Une partie va devoir s'enfuir aux États-Unis grâce à la fondation Rockefeller, pouvoir retrouver une sociabilité savante outre-Atlantique, mais ils vont devoir fuir la France. Et une partie va être tuée, exécutée. Donc là, il y a vraiment
on va dire, là aussi une forme de confrontation avec l'histoire, qui fait qu'après-guerre, l'union rationaliste reste, il va y avoir le nom qui est toujours le même, sous les frontons, mais par contre, à l'intérieur, ce qui s'y joue n'est plus tout à fait du même ordre. C'est-à-dire que, pour le dire rapidement, il y avait une diversité des courants très forte avant la Seconde Guerre mondiale, et petit à petit, le groupement va voir son sens interne se transformer, parce que le Parti communiste français va très rapidement prendre des positions à l'intérieur de ce groupe-là. Une partie des savants eux-mêmes ont basculé dans la clandestinité au Parti communiste. Donc il y a déjà cette dimension-là présente, qui est que l'Union rationaliste va être beaucoup plus proche du Parti communiste français, qui va investir le terme du rationalisme. Et l'autre changement, c'est que par contre, la structure va être portée par une série de hauts fonctionnaires de la recherche qui sont passés par la résistance, des gens du musée de l'homme, etc., et qui vont tenir à relancer la structure après-guerre, mais avec cette idée que la guerre froide va rapidement rattraper l'organisation. The spirit in her children's children, it lives on. But if you lost your faith in love and music, oh, the end won't be long. Because if it's gonna feel like you may lose it, and that would be wrong. I try so hard to keep myself from falling back into my bad old ways, and charge my heart to always hear you calling for the good old days, 'cause there were no good old days, these are the good old days. Vous êtes sur LRFM à l'écoute de Recherche en cours. Nous recevons ce matin Sylvain Laurent. Il est question de rationalisme. Et juste avant la pause musicale, nous commencions à aborder la guerre froide qui va créer un peu de désordre au sein de l'Union rationaliste. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, effectivement, à partir du moment où, après-guerre, on a relancé cette structure-là et qu'on a remis à flot l'Union rationaliste, il va y avoir très rapidement un changement de l'utilisation de cette structure. C'est-à-dire que finalement, la guerre froide crée deux camps du point de vue géopolitique, mais à l'intérieur de l'Union rationaliste, on va retrouver des gens qui sont encartés au Parti communiste, qui sont des savants, avec des savants qui sont issus d'autres traditions, notamment qui sont francs-maçons, proches du Grand Orient, etc. Et l'Union rationaliste sert de téléphone rouge un peu dans le milieu savant, dans le monde savant, une passerelle entre les deux mondes. C'est-à-dire qu'on va prendre garde, même si le Parti communiste aurait tout à fait les moyens de noyauter totalement les instances dirigeantes, ils vont faire exprès de laisser à la table du conseil d'administration de l'Union rationaliste des gens qui viennent d'autres mouvances. Ça veut dire Paul Couder, par exemple, qui est au Parti communiste internationaliste, qui est donc plutôt trotskiste. On va y mettre des gens qui sont plus proches du Grand Orient, des gens de la libre pensée, et on va faire en sorte que ça reste une plateforme qui soit un point de passage entre des gens qui défendent la science, quelle que soit leur sensibilité. Et le souci, c'est que cette idée-là, en fait, très rapidement, le PCF va l'avoir d'un mauvais œil, en fait. Pourquoi ? Parce que d'un côté, c'est bien d'avoir cette espèce de point de passage, parce que par exemple, au moment de l'éviction de Joliot-Curie du commissariat à l'énergie atomique et d'une chasse aux sorcières à la française, il est bien d'avoir le relais de savants qui ne sont pas au Parti communiste pour défendre les savants communistes qui sont attaqués. Mais d'un autre côté, on ne contrôle pas complètement ce qui s'y passe. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce lien qui se fait avec des gens qui ont d'autres traditions, d'autres visions du monde, etc. Et notamment, pendant l'affaire Lysenko, donc l'affaire Lysenko, c'est cet agronome soviétique qui prétend remettre en cause la génétique et Darwin, et qui est avalisé par Staline. Au moment de l'affaire Lysenko, les savants français vont devoir se positionner et apporter leur soutien à quelque chose qui est faux scientifiquement, dont il le voit bien en plus. Des gens comme Marcel Prenant voient très bien quand il va en URSS que c'est n'importe quoi, ce qu'on lui propose d'avaliser. Par contre, ils vont le faire de façon un peu feutrée sans mettre en cause le parti. Sauf que du coup, ça crée une tension très très forte entre ceux qui considèrent que la science, elle est y compris au-dessus du projet soviétique et donc elle devrait être défendue mordicus et quelles que soient finalement les origines des savants, et puis ceux qui vont défendre l'idée d'une science prolétarienne contre la science bourgeoise. Et donc là l'Union rationaliste, elle est vue d'un très mauvais œil par le Parti communiste français parce qu'elle ne défend pas complètement et au degré attendu par la direction du Parti communiste l'idée qu'il y aurait une science prolétarienne.
la direction du Parti communiste voit ça comme une espèce de résidu d'une forme d'adhésion à la philosophie humaniste classique dont beaucoup de ces militants qui se connaissent d'avant-guerre seraient toujours porteurs. Et ça, c'est intéressant pour nos débats actuels parce qu'on voit bien aussi comment, dans le périmètre, on va dire, de la mouvance rationaliste, il y a une attache forte dans des militants qui défendent cette mouvance-là dans les années 50 à l'idée que le marxisme n'est pas tout, ou que Marx serait le continuateur de philosophes français des Lumières, etc. Ça, c'est des effets très français aussi. Parce que, petite parenthèse, le Parti communiste français, dans les années 30, il a des stratégies éditoriales où justement, il va republier aux éditions sociales internationales Descartes et tout un tas d'auteurs classiques, et à la suite ils mettent Marx en disant si vous aimez les Lumières, finalement la suite c'est Marx, quoi. Donc ça aussi c'est des visions qui ont beaucoup travaillé ces militants dans les années 30 et qui pèsent encore dans les années 60. Et donc l'Union rationaliste va devenir un petit peu le creuset de résistance, une opposition au stalinisme dans le monde de la science. Et petit à petit cette opposition elle va se consolider, se structurer, notamment autour d'une revue qui s'appelle Raison présente et qui va défendre l'idée que finalement l'humanisme, la science, la vérité sont des valeurs qui sont au-dessus, y compris de l'adhésion au Parti communiste français ou de la défense du marxisme. Et donc là, il y a une forme de cristallisation qui là aussi une forme de revival des années 30, et on remet au goût du jour l'idée que la science est au-dessus des divisions politiques du moment ou de tel ou tel culte du chef pour défendre l'idée de vérité. Ce qui va se passer, c'est que très rapidement, cette vision-là, elle va être vue comme trop politique par des gens qui font de l'instrumentation et qui sont finalement une rationalisme, mais dans une démarche de type ingénieur qui défend la méthode expérimentale dans l'espace public. Et le nouveau type d'alliance qui va être possible, finalement, ça va être de dire, dans les deux cas, on va avoir une critique de l'aliénation politique ou culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une critique de l'aliénation par exemple, politique? Ça va être de dire les gens du Parti communiste qui sont dans l'Union rationaliste sont du coup d'un type un peu particulier parce que c'est des communistes qui disent l'aliénation, ça s'arrête pas aux portes du Parti communiste. On peut être un militant communiste et être aliéné parce que par exemple on vénère Staline. Donc il y a une aliénation culturelle, y compris du travailleur politique. Voilà, des idées comme ça. Et on veut dire que donc en fait, c'est pas parce qu'on est militant qu'on a la vérité, on est aliéné aussi quand on milite, etc. Et donc là, il y a cette idée d'une aliénation culturelle ou d'une idée qu'il faut faire du coup une forme d'émancipation culturelle, y compris de gens qui seraient à gauche, qui seraient militants, etc. Et le point commun que vont trouver les différentes sensibilités de cette mouvance rationaliste dans les années 70 pour continuer un combat commun, ça va être de dire du coup maintenant il faut faire de la vulgarisation scientifique et combattre les croyances on va dire ésotériques, populaires, etc. Parce que c'est le point commun sur lequel on peut s'entendre, parce que nous, on est pour lutter contre l'aliénation culturelle, nous en tant que militants communistes, et vous en tant que défenseurs de l'expérimentation, pas forcément en Parti communiste, vous êtes aussi pour vulgariser le savoir scientifique. Donc ça va être leur dénominateur commun, en fait. Voilà, donc il y a l'idée de dire qu'en fait, les tensions internes au camp rationaliste, on va les mettre de côté. On a tous des mouvements, des sensibilités différentes. Nous, on vient du PC, mais on n'est pas complètement en raccord. Vous n'êtes pas forcément militants. Il y en a qui sont à la Ligue des droits de l'homme, etc. Mais le point commun qu'on a, c'est qu'on veut diffuser la bonne science dans l'espace public et la culture. Et donc le point commun est de se projeter vers l'extérieur en disant, mais en fait, arrêtons de nous taper entre nous. Ce qui est important, c'est que les gens qui ne sont pas scientifiques soient sensibilisés à l'importance de la science, etc. Et du coup, cette décision-là, c'est 70, hein, le congrès de Royaumont, la rencontre de Royaumont que je décris dans le livre assez longuement, fait qu'on va avoir une espèce de renouveau de la critique rationaliste dans l'espace public dans les années 70, mais elle n'a plus du tout les mêmes finalités que dans les années 30 ou 50. C'est-à-dire que dans les années 50, par exemple, on va avoir des débats très forts sur la bombe en disant est-ce que finalement la bombe atomique c'est rationnel? Est-ce que les savants n'ont pas une responsabilité par rapport à ce qu'ils produisent, etc. Alors que dans les années 70, la dimension, la responsabilité du savant par rapport à ses œuvres a complètement disparu. Par contre, on va aller taper sur les ovnis, les maisons hantées, les cercles dans les champs, les croyances populaires, l'ésotérisme, etc. Et donc le combat rationaliste, c'est ressoudé, mais c'est ressoudé en faisant l'économie totale de ce que fait le savant dans son propre laboratoire, ou de la responsabilité qu'il aurait en tant que producteur d'un savoir spécifique, et donc quelle est la responsabilité du savant par rapport à la bombe atomique, par exemple, ça c'est des questions qui disparaissent. Et donc ce renouveau du combat rationnel, il fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des thèmes, des croyances populaires, donc par exemple, typiquement, la bague à Daniel Gilbert, Rick Azaray et les ondes magnétiques, tout un tas de choses qui passent à la télé, qu'on va aller percuter, et donc on sait que comme c'est connu parce que ça passe à la télé, on va avoir une audience et bénéficier d'une audience en le critiquant.
c'est Jean-Claude Bourré, les petits hommes verts, etc. C'est tout c'est un peu opportuniste, du coup, ce choix de... Alors, on est un peu à la remorque de ce qui se passe, du coup, dans l'espace médiatique et de ce que le grand public peut lire. Mais par contre, on bénéficie de cette caisse de résonance derrière aussi, très vite, parce qu'on part de thèmes du quotidien. Et donc là, il y a vraiment l'idée que si on veut défendre la science, maintenant, ça veut dire qu'il faut aller chercher les croyances populaires et surfer dessus et aller les critiquer frontalement. Mais quand on fait ça, on parle plus de ce que fait le savant, en fait. On utilise les zones de consensus de la science où c'est établi que l'homéopathie c'est n'importe quoi, c'est établi que les baguettes de sourcier, tout ça, voilà, c'est que les ondes ne soignent personne, enfin tout un tas de choses qui font consensus, on va les utiliser et on va prendre ça comme un gros gourdin et aller taper sur les gens qui croient ça et qui vont au salon de l'astrologie ou qui vont voilà. Donc là il y a un déplacement finalement qui s'est fait au nom de la lutte contre l'aliénation culturelle pour ceux qui étaient issus du mouvement social et au nom de la défense de la méthode expérimentale pour ceux qui étaient moins proches du Parti communiste, mais une sorte de point d'alliance commun qui se fait en disant finalement défendre la science c'est combattre l'astrologie, défendre la science c'est combattre les maisons hantées, etc. Et par contre les discussions internes liées à la façon dont est-ce que la science doit être mise au service de l'armée, est-ce qu'elle doit être mise au service de l'économique, etc., qui étaient un peu aussi des questions qui étaient là dans les années 30, ça par contre sont mises un petit peu de côté pour permettre maintien de cette alliance. Donc, si j'ai bien compris, cet esprit critique qui est emprunté par les rationalistes, il est utilisé comme arme pour critiquer les pseudosciences. Par contre, il n'est pas question de retourner l'esprit critique contre la science et la recherche elle-même, c'est ça? Voilà. Alors, c'est-à-dire que si on commence à le retourner, on va refaire surgir des divisions et donc on menace l'unité du mouvement, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. On va pas retourner le viseur de la réflexivité scientifique vers les troupes savantes, etc. Mais du coup, ça fait l'économie d'une réflexion sur quels sont les usages de la science par l'industrie, quels sont les usages des choses qui existaient avant et qu'on voyait avant dans les revues, dans les publications rationalistes. C'est quoi? Est-ce qu'un savant qui travaille dans un laboratoire et qui se met au service de l'armée, est-ce que ça devrait poser un problème? Est-ce que le fait qu'il soit un fonctionnaire scientifique de l'universel, comme disait Russell, un partenaire scientifique qui soudainement se met à servir des intérêts particuliers, économiques, etc., est-ce que ça doit être discuté dans l'espace scientifique ou pas? Bon, ces questions-là, elles sont mises de côté, mais parce qu'il n'y a plus de consensus. Et alors, il n'y a plus de consensus, pourquoi? Donc il y a des logiques aussi structurelles et de fond. C'est-à-dire aussi que c'est le moment où la France va développer un certain nombre d'instituts, l'INRA, l'INSERM, etc., ça c'est les années 60, avec l'idée de dire qu'il faut que la recherche elle sorte aussi des laboratoires pour servir la croissance française. Alors à l'époque, c'est encore dans la croissance économique. La croissance économique. Donc en fait, tout ça se fait encore sous l'égide du public. Oui, mais c'est quand même des instituts qui déjà changent le sens de l'utilisation scientifique. On va faire le TGV, on va faire les centrales nucléaires, on va faire une recherche agronomique de qualité. Il faut que la recherche irrigue la production agricole. Cette idée que la science, ça doit servir au développement économique. Mais c'est déjà différent de dire ça que de faire ce qu'on faisait dans les années 30. Dans les années 30, on ne dit pas on va faire des centrales nucléaires pour chauffer tout le pays. On dit on fait de la recherche physique fondamentale pour comprendre comment fonctionne le monde. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, il y a l'idée de dire que ce discours-là, qui est mis au service finalement ce discours rationaliste qui est mis au service de cette transformation de la science, il est possible aussi parce que les grands patrons de la science du moment sont des gens qui vont devenir aussi des patrons, comme on dit à l'époque, de bureaucratie scientifique puissantes et qui défendent des technologies appliquées, comme Maurice Tubiana, par exemple, qui va défendre l'usage des isotopes radioactifs, mais à des fins médicales. Donc, il vient du groupe Joliot-Curie, il vient de cette filiation de recherche, mais en disant maintenant, le nouvel horizon de la recherche, c'est une application dans le champ médical de la radioactivité. Et donc, on ne sait plus trop, finalement, il est hybridé. Hein. Il est physicien, il est médecin, il est cancérologue, il est patron de clinique, il est tout ça en même temps. Parce que dans cette époque-là, la science française, elle fabrique des nouvelles figures de patrons scientifiques qui, pour tenir leur légitimité sociale, doivent tenir tout ça ensemble, en fait. Et ils considèrent que la ligne d'avancée de la science, c'est ça. Voilà. Donc c'est cette transformation-là aussi que raconte l'évolution du combat rationnel, en fait. C'est qu'à chaque fois, en miroir, on raconte l'évolution de la science française aussi. Et donc à ce moment-là, quand l'Union rationaliste et certaines de ses émanations, comme la FIS, finissent par dire que le grand public, en fait, est fondamentalement irrationnel et qu'il faut le faire revenir dans le chemin de la raison. C'est un peu une manière de dépolitiser aussi certains enjeux que de réduire ça à des questions de rationalité, d'irrationalité.
Alors, je dirais pas que c'est une façon de dépolitiser, parce que je pense pas qu'il y ait cette intentionnalité-là. C'est des gens qui considèrent que le politique, par exemple, le fondateur de l'AFIS, donc l'Association française pour l'information scientifique, Michel Rouzet, est quelqu'un qui a fait de la politique toute sa vie. C'est quelqu'un qui est allé chez FIO, après au PC. Enfin, c'est des gens qui baignaient dans le mouvement social. Ils considéraient pas que politiser ou dépolitiser un enjeu serait. Je pense qu'ils croyaient que la politique était quelque chose de vertueux, de bien. Donc c'est plus que effectivement, on va trouver un amalgame nouveau. Qui est de dire, finalement, il y a un lien entre ces gens qui critiquent les nouvelles technologies, et typiquement le nucléaire, par exemple, et l'ésotérisme. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est nouveau. C'est on va dire, à partir de 75-76, on va mettre dans le même sac les gens qui critiquent les technologies, mais il y a plein de façons de critiquer les technologies. On peut avoir une assise sociale, une critique sociale. Sur les compteurs Linky encore aujourd'hui, on peut critiquer les compteurs Linky parce qu'on penserait que les ondes sont néfastes, mais aussi parce que ça supprime des emplois de gens qui relèvent des compteurs. Voilà. Donc, on met dans le même sac des gens qui critiquent des technologies, et des gens qui sont dans une forme d'ésotérisme populaire, traditionnel. Et finalement, les gens qui croient en maison hantée sont un peu les mêmes types de gens qui ont peur des centrales nucléaires. Et donc là, l'argument se retourne finalement. Et là, ça, c'est quelque chose qui n'était pas anticipé par les acteurs, mais on voit bien se constituer autour de 75-76 tous les arguments qui étaient utilisés pour reconsolider le camp rationaliste dans les années 70, ces arguments-là, ils vont être repris et utilisés pour critiquer tous les gens qui viennent opposer à la construction de centrales nucléaires un discours de type « mais les déchets nucléaires, par exemple, on comprend pas, vous n'avez pas toujours trouvé de solution technique pour les retraités, donc c'est pas une solution rationnelle de faire des centrales à ce degré-là, avec autant de centrales. » Et donc là, on va assimiler la peur du nucléaire à l'ésotérisme, en disant mais en fait vous avez beaucoup moins de chances de mourir dans une explosion de centrale nucléaire que de mourir sur la route, et donc on va faire des grands colloques financés par EDF, on va faire des tableaux en montrant les chances statistiques de mourir, et donc votre peur n'est pas rationnelle parce que par rapport aux probabilités réelles du risque que vous courez, votre peur est irrationnelle. Donc là il y a une utilisation de l'argument savant et scientifique, non plus du côté du mouvement social, mais pour aller taper sur les militants anti-centrales nucléaires ou sur les militants écologistes en disant mais finalement vos propositions sont irrationnelles. Ça, c'est un vrai basculement, et je pense qu'on peut le dater de 75-76. Et après, ensuite dans les années 80, début années 90, il y a la naissance du mouvement de la zététique. Oui, alors ça aussi, c'est encore une nouvelle étape, on va dire, parce que ça naît, ce mouvement-là en France autour de l'impulsion de Henri Brock, qui est un professeur de physique à Nice. Donc c'est aussi une déconcentration du monde universitaire. On n'est plus sur Paris, le petit noyau initial des Curie, etc. On est sur des campus en partie excentrés. Donc c'est aussi des campus sur lesquels on ouvre la science à un grand public, parce que c'est massification scolaire, universitaire, où Henri Brock, au départ, il tient des amphis de 200-300 étudiants à qui il doit transmettre la méthode scientifique. Et donc il se rend compte très rapidement que ces étudiants, en fait, pour certains, mais ils croient à des choses ésotériques, et à l'inverse, ils croient qu'il y a des acquis de la science physique qu'ils considèrent comme étant des choses farfelues, comme l'étirement du temps, etc. Donc là, ils considèrent qu'il faut qu'il transforme son cours d'initiation en une espèce de démonstration par l'exemple, par la preuve, que tout un tas de croyances ésotériques sont fausses. Et donc, il commence à reproduire les larmes du 5 janvier, vous savez, la statue italienne là, qui pleure régulièrement. Il commence à marcher sur les braises, à se percer la langue comme les fakirs devant les étudiants, montrant que tout ça, en fait, est possible. Et surtout, il lance un prix qui donc suppose une récompense, sous le modèle d'un prix américain qui existait déjà, le Randy Prize. Il lance un prix qui fait que quiconque viendrait prouver dans le laboratoire de zététique à Nice qu'il a des pouvoirs paranormaux, obtiendra un chèque d'un montant important, à l'époque je crois que c'est 150 000 francs, déposé chez notaire, et donc il y a tout un protocole, et pendant des années comme ça, avec le parrainage de Gérard Majax, qui était un magicien connu à l'époque, ils vont recevoir des gens dans le laboratoire de physique de Nice et faire des tests, et bien sûr personne n'a jamais prouvé qu'il avait de pouvoirs paranormaux, mais c'est cette idée qu'en fait le combat rationaliste finalement c'est montrer qu'il y a des charlatans, du superstitieux, mais que finalement tout ça ne tient pas à l'épreuve empirique des faits, à la réplication scientifique, etc. Donc c'est un usage de la méthode expérimentale qui se déplace petit à petit dans l'espace public, c'est-à-dire que c'est plus une méthode expérimentale pour produire des connaissances en fonction d'un état de savoir qu'on a, c'est une méthode expérimentale qu'on va utiliser pour aller taper le sourcier du coin, celui qui croit qu'il a des pouvoirs magnétiques, qui peut soigner à distance, etc. Et Henri Brock enjoint ses étudiants à utiliser la méthode expérimentale pour répondre à toutes sortes de questions, en fait, au final. Alors, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est un déplacement de ce qu'était le périmètre, la division du travail entre sciences sociales et sciences dites exactes. C'est-à-dire que
dans la zététique, il y a l'idée qu'on peut prendre les méthodes expérimentales utiles pour comprendre les phénomènes physiques ou biologiques et appliquer ces mêmes méthodes aux problèmes humains. C'est-à-dire, en fait, ça nie quelque part l'existence d'un corpus de savoir qui serait les humanités ou les sciences sociales, qui prennent pour objet l'histoire et les comportements humains. Donc ça aussi, c'est une forme de bascule pour moi, en tout cas, qui suis historien ou sociologue, c'est de voir qu'il y a une forme d'idée qu'en fait, il suffirait de reprendre une espèce de vadémécum de 5 ou 6 points auxquels on se tient pour contrôler ses propres biais, et finalement, ça suffirait, on pourrait l'appliquer à n'importe quoi, aux maisons hantées, aux croyances sur les lignes de tension, aux sourciers, etc. Et qu'en fait, il suffirait d'avoir une espèce de liste comme ça de points, de checkpoints à cocher pour voir si quelque chose est vrai et faux quand il s'agit de comportements humains. Et ça, pour moi, c'est un vrai tournant. Je pose une question en vous écoutant. Qui est le public de la zététique ou des rationalistes? Qui va au colloque? Qui regarde des vidéos sur YouTube? Alors là-dessus, il y a une enquête de Luc Botonski et Mal Didier qui date de la fin des années 70, qui isolait à peu près 3 types de publics. Un premier public qui est ce qu'ils appelaient les scientifiques contrariés, c'est-à-dire des gens qui auraient pu, en termes de trajectoire scolaire, faire des études scientifiques, mais ont été orientés en chemin. Les enfants et les fils d'ingénieurs, donc c'est une forme de socialisation précoce, typiquement les parents qui abonnent leurs enfants à Sciences et Vie Junior, voilà, donc ça c'est la typologie des années 70, on va dire, hein. Et puis le troisième public qu'ils isolaient, c'était les autodidactes, c'est-à-dire des gens qui ont un rapport au savoir qui n'est pas garanti par des institutions, mais qui se reforment tout au long de leur vie à travers des cours au CNAM, des cours du soir, et qui en prolongement de cette démarche autodidacte vont aussi essayer de garder un maintien, un rapport à la science. Et donc dans les années 70-80, le public des revues, de ces revues-là, est assez connu en fait, puisqu'il y a des études assez actualisées. C'est plus autant le cas aujourd'hui, parce que c'est éclaté, c'est plus compliqué à décrire, mais dans ces années-là, on voit bien qu'il y a ces trois publics-là. Or, c'est compliqué du coup de faire une revue de vulgarisation dans ces années-là. Les cahiers de la FIS, c'est compliqué parce que d'un côté, vous allez jongler avec les thèmes populaires pour garder le grand public et toucher le plus de monde possible, mais c'est le public exigeant qui vient vers vous parce que lui, il se forme intellectuellement, etc. Il considère qu'au bout du 14e article sur les maisons hantées, il y trouve plus son intérêt, et que lui, ce qu'il voudrait, c'est plutôt l'actualité de la science, etc. Donc il y a toujours ce savant dosage dans les rubriques, dans les textes, en essayant de mettre un petit peu de critique des maisons hantées, mais aussi un petit peu de dépêches qui viennent d'agences scientifiques. Voilà, donc c'est cette espèce d'équilibre-là qui est dur à trouver.
Vous êtes sur LFM à l'écoute de Recherche en cours. On reçoit ce matin Sylvain Laurent. Il est question de l'histoire du mouvement rationaliste. Et juste avant la pause musicale, nous avons évoqué le rapport peut-être un peu douloureux de la zététique avec les sciences sociales. Quel est le couac à ce niveau-là ? Alors, je pense qu'il y a aussi cette crainte du côté des sciences dites exactes d'un retour à l'affaire Lysenko ou à cette idée qu'il y aurait une philosophie matérialiste qui couronnerait tout et donc en fait que les chercheurs en sciences sociales pourraient commander à distance comme ça ce qu'est le savoir, etc. Et donc il y a une forme de refuge, je pense, dans la zététique qui se fait dans les années 90 et 2000 où on voit bien qu'il n'y a plus aucun chercheur en sciences sociales qui est présent dans les bureaux de l'Union rationaliste ou de ces groupements-là. Alors qu'ils sont là plutôt au départ. En fait, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que dans les années 30, on va retrouver les durkheimiens, les gens qui sont proches des annales, etc. Donc, toute la partie sciences sociales la plus dynamique, mais à partir des années, on va dire 70-80, il y a une espèce de décrochage comme ça, de séparation des deux mondes. D'un côté, ceux qui font des sciences dites exactes, de l'autre côté, les sciences sociales. Et ça revient aussi à une question de comment marche la formation des savants. C'est-à-dire que dans les années 30, quelqu'un comme Langevin, il pouvait déjà être à l'école de chimie de Paris, être reconnu comme étant un excellent chimiste, mais il va quand même passer le concours de l'ENS et donc faire l'épreuve de latin et donc montrer qu'il a aussi une compétence, un respect pour la culture, on va dire, philosophique et littéraire. Aujourd'hui, on peut avoir des modes de formation d'ingénieurs qui ne passent quasiment jamais par la case humanité, en vérité. Parce que si vous faites une filière S, puis que vous enchaînez sur une prépa scientifique et puis que vous êtes pris dans une école d'ingénieurs, vous allez avoir peut-être 2 heures, 3 heures par semaine d'histoire, de culture générale politique, etc. Mais dans la fabrication d'un savant aujourd'hui, il y a vraiment cette idée de le spécialiser très rapidement sur ces thématiques-là. Ce qui n'est pas le cas, en fait, dans les années 30. Donc là aussi, il y a deux mondes qui sont commencés à se distancier. Sauf qu'après, une fois qu'on est en poste ou qu'on est en position, ben là, on va essayer de redonner un sens à son travail. Et donc, on va aller puiser dans de la philosophie ou de l'épistémologie qui est disponible sur les tables des libraires, etc. Et se rebricoler une forme de culture générale, de rapport à la science, un peu travaillé, parce qu'on ne peut pas faire de science sans avoir une libido scienti, un investissement dans la science, etc. Sauf qu'avant, il se faisait en lien avec les humanités et la philosophie, sauf qu'aujourd'hui, il va se faire à coup de vidéos YouTube, à coup de brochures zététiques, à coup de réseaux sociaux, etc., en disant, mais tiens, si j'allais affirmer ma supériorité en termes de travail scientifique sur tel ou tel journaliste qui écrit sur les technologies, si j'allais faire des vidéos de moi en train de faire de la vulgarisation scientifique, etc. Donc, on voit bien qu'il y a toujours ce besoin dans l'air, d'un lien avec le public, y compris pour les savants sciences dures, mais par contre, il s'exprime aujourd'hui par des canaux très différents, et surtout, il passe plus par une espèce de détour par les savoirs produits par l'université sur ces questions-là. Et donc, quelque part, est-ce que le fait de se réclamer du mouvement zététique et de faire de la vulgarisation autour de la zététique, c'est pas une forme de distinction sociale, c'est-à-dire de vouloir se faire bien voir ? Je pense que c'est une forme de distinction au sens où effectivement c'est l'affirmation de ce qui serait une supériorité d'un type de capital culturel ou d'un type de connaissances qu'on a pu acquérir par ses études contre d'autres. Et effectivement montrer que il n'y a pas besoin de lire 200 livres de sciences sociales et d'histoire. Moi, avec mes 7 ou 8 grilles de zététique, je peux contrôler les biais cognitifs qu'aurait tel ou tel sur tel ou tel sujet. Sauf qu'en fait, ça oublie un truc fondamental et qu'on apprend dès la première année de sciences sociales, c'est que quand on travaille sur l'humain et la société, c'est vous l'instrument en fait. Et que donc il suffit pas d'avoir une grille et un microscope, il suffit de comprendre aussi la façon dont vous allez enregistrer les données et ce que vous êtes vous-même en termes de trajectoire sociale, comment ça peut produire des différences. Moi je vois bien que quand on forme des étudiants aux archives, on pouvait mettre 5 étudiants différents dans le même carton d'archives, la façon dont ils arrivent vont le percuter avec leur propre questionnement scientifique, leur propre socialisation, etc., va amener des questionnements et des façons de traiter ces mêmes données de façon très différente. Et en sciences sociales, la vérité, elle se construit au niveau
au-dessus, c'est-à-dire à la confrontation de ces questions différentes, et à voir qu'est-ce que c'est l'exposé le plus valable, le compte-rendu qui donne le plus de grain à moudre par rapport à ce qu'on savait déjà, et c'est là-dessus que se crée la plus-value de vérité. Mais c'est pas au niveau uniquement d'un individu qui contrôlerait ses biais cognitifs que ça va se faire, c'est dans la discussion générale. Et là-dessus, il y a une forme de pour le coup de biais ou de voile ou d'illusion qui serait de dire qu'on peut traiter les problèmes humains avec une forme de méthode expérimentale qui est valable pour des amibes. À propos de la vulgarisation, en vous écoutant, on peut avoir l'impression que la vulgarisation, c'est uniquement un dispositif de transmission très très verticale des connaissances pour former le grand public irrationnel. Or, il y a une multitude de dispositifs de vulgarisation ou de médiation scientifique qui sont, après tout, très peu verticaux. On peut parler, je sais pas, de sources participatives, d'émissions de radio. Là, on est en train de faire de la vulgarisation. Est-ce que vous mettez tous les dispositifs de vulgarisation dans le même sac? Non, mais c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'un des problèmes qui se pose à ces organisations rationalistes-là, c'est qu'elles n'ont pas enregistré le fait qu'effectivement, chaque université a son service de communication. Il y a des dispositifs type thèse en 180 secondes. Il y a tout ce que vous évoquez, un milieu très, très dynamique, Café des sciences, des associations qui font cette vulgarisation-là. Et donc, on n'attend plus qu'il y ait une union rationaliste avec une émission de radio sur France Culture. Enfin, en tout cas, ça peut continuer à exister, mais ça peut plus être le vecteur principal de la transmission des savoirs, parce que tout ça, c'est institutionnalisé. Donc, d'une partie, le combat a été gagné, on pourrait dire, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la diffusion de la science, elle est assurée, structurée par tout un tas d'autres biais, la science amateur, etc. Mais par contre, ce qui a été perdu en chemin, c'est encore une fois, c'est cette idée de, mais qui diffuse la question de la responsabilité du savant par rapport à ses œuvres, alors? Si c'est la thèse en 180 secondes qui est chargée de diffuser le savoir auprès du grand public, qui s'occupe de dire aux savants ce que vous produisez, ça a des effets en dehors de ce que vous avez produit sur toute la société. Et ça, ce point-là de retour, par contre, il n'existe plus. Et c'est sur ce point-là que justement j'apporte une petite contradiction. Mais je pense que la contradiction, elle se porte sur ce type de structure, pas sur les gens qui font de la médiation sous une forme volontariste, de sciences amateurs, développement dans les universités de diffusion des savoirs produits. Par contre, la question de savoir qui, par rapport aux savants, va avoir un discours réflexif en disant « Attendez, vous travaillez à produire telle ou telle chose, est-ce que c'est vraiment ça le sens de l'activité scientifique ?» Cette espèce de boucle-là, de feedback-là, qui était assurée apparemment par ce type d'organisation, qui avait des liens avec le mouvement social, avec la société, ça n'existe plus. Et donc petit à petit, on voit des associations ou des mouvements se réclamant du rationalisme qui se mettent à défendre l'innovation sur tout un tas de thèmes, le nucléaire, le glyphosate, ce genre de choses. Et c'est ce qui vous pousse à parler du triomphe d'une certaine épistémologie de marché. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire qu'en fait, là, je pense qu'il y a vraiment une évolution longue et c'est des choses qu'on peut pas traiter sous le mode d'une théorie du complot, en isolant juste une telle ou telle personne qui aurait un conflit d'intérêts. Je pense que ce qui a changé fondamentalement dans ces années, depuis les années 90, c'est que tout ce bloc d'ingénierie du public qu'on a décrit, tous ces gens qui travaillaient pour faire des TGV à EDF ou à France Télécom, enfin au PTT à l'époque, pour mettre la science au service du développement économique, une grande partie de ces ingénieurs-là, aujourd'hui, ont basculé dans le privé, du fait des privatisations, du fait de l'incitation de l'État à faire de plus en plus de partenariats publics-privés, de brevetés, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup des animateurs en fait, de ces structures rationalistes, en vérité, sont complètement dans l'adhésion au discours d'innovation technologique parce qu'ils renvoient à leur propre pratique professionnelle en fait. Ils sont très souvent des gens qui travaillent qui sont soit ingénieurs dans le privé, soit qui sont dans le public mais ont des brevets en commun avec tel ou tel grand groupe, voire même ont montré leur propre entreprise sous injonction ou sous conseil de l'institut public pour lequel ils travaillent. Donc là-dessus, il y a vraiment une transformation des métiers scientifiques qui va juste se reporter après sur ces structures-là. Encore une fois, je pense qu'il y a un lien intime entre la façon dont on fait de la science et puis les gens qui s'investissent publiquement au nom de la science. Et ce qu'on constate effectivement, c'est qu'aujourd'hui, la zététique est complètement compatible avec l'idée de marché. Il n'y a pas d'antinomie totale, il n'y a aucune antinomie entre l'épistémologie portée par ces mouvements-là et le rapport à la science qu'ils défendent, et puis le marché. Et encore une fois, par contre, si on commençait à reposer la question de l'utilité publique de telle ou telle découverte scientifique, ou qu'on remettait sur le devant la responsabilité du savant, là, ça diviserait énormément, je pense, ces milieux-là, parce que c'est des questions qui n'ont toujours pas été traitées et réglées depuis les années 70, en fait. Et alors, aujourd'hui, vous travaillez plus spécifiquement sur l'utilisation de l'autorité scientifique par certains groupes d'intérêt. Comment ça se passe ? Comment vous étudiez ça ?
Ben, là, en fait, on sort un peu de l'ouvrage parce que l'ouvrage s'arrête en 2005 et je pense que c'est des phénomènes assez récents. En fait, c'est parti du constat que, à la fin de mon terrain à Bruxelles, sur mon précédent livre, j'assistais à des réunions internes de confédérations européennes patronales, dans lesquelles, en fait, autour de la table, on était 14, il y avait 12 docteurs en toxicologie, pour le dire rapidement. Et en gros, tous ces acteurs-là, au départ, je me disais, bon, ben, c'est un peu le petit atome d'autonomie scientifique face à l'industrie. En fait, ce que j'observais de visu en assistant aux réunions, c'était l'inverse. C'est-à-dire, en fait, c'était comment 12 docteurs en toxicologie mettaient au service de l'industrie leurs connaissances pour casser les arguments, notamment de l'Agence chimique européenne, sur la construction des valeurs limites d'exposition. Bon, je rentre pas dans les détails, mais disons que l'idée, c'est que vraiment, il y a un usage maintenant tout à fait ordinaire. Il suffit de faire une sociographie des recrutés dans les groupes d'intérêt patronaux à Bruxelles pour montrer que les profils Sciences Po ou communication s'effacent petit à petit par rapport à des profils sciences dures, en vérité. Parce qu'on va les dialoguer directement avec des agences, directement, etc. Sauf que cette vision très technique du lobbying, elle doit aller avec un discours plus public et plus politique auprès des décideurs en leur disant vous ne pouvez pas prendre de décision si vous n'avez pas le là qui est donné par la science, le point de vue des scientifiques. Et donc parallèlement à ce lobbying technique-là, on développe, du point de vue des firmes de relations publiques, des stratégies pour prendre pied dans les milieux de la médiation scientifique. Et ça, c'est quelque chose dont les milieux de la médiation scientifique n'ont pas complètement conscience pour le moment. C'est-à-dire quand vous lisez les Monsanto Papers, qui sont des documents publics issus des procès faits à Monsanto aux États-Unis, vous avez des pages sur on va avoir besoin de nos firmes de relations publiques classiques, mais aussi de relais par en bas, ou de relais qui apparaîtront désintéressés, de notre point de vue. Et donc il faut investir ces milieux-là pour que ça puisse faire électrode. À la fois nos experts vont aller voir les agences chimiques européennes, mais on aura aussi ce point de vue des citoyens ordinaires qui vont dire mais nous aussi on n'est pas complètement écologistes, on ne veut pas forcément qu'on en abandonne le glyphosate, etc. Et ça c'est un des enjeux actuels qui se posent aux gens qui font de la médiation scientifique, c'est d'intégrer le fait qu'ils sont aussi pris dans ce genre de logique. Merci beaucoup Sylvain Laurent. On retrouvera bien sûr toutes vos références sur le site de Recherche en cours, à commencer par votre livre « Militer pour la science » aux éditions de l'EHESS. Merci à Juliette Petit à la réalisation ce matin. Recherche en cours, c'est terminé pour aujourd'hui. Tout de suite, vous retrouvez Gilles Bourgarel pour Brasil Alto Astral. À bientôt.